Eh bien, bonjour à tous. Donc voilà, j'espère qu'on m'entend bien. J'espère que la connexion est bonne aussi. Donc je suis en direct du Fuel Cell Expo à Tokyo. Le Fuel Cell Expo, c'est un salon très important pour la filière hydrogène, notamment en Asie. C'est un salon qui existe depuis des années. Et qui permet de prendre le pouls de l'industrie de l'hydrogène, notamment sur la partie asiatique. Et donc, cette année, Pragma Industries expose à ce salon et nous exposons notamment le vélo à hydrogène qui est là derrière moi. Il est là. Voilà, hop, il est là. Le vélo à hydrogène Alpha de Pragma Industries. Il est en exposition avec une mise en scène qui reflète un produit français, parce que les produits français sont appréciés des Japonais. Donc si on voit derrière moi là, hop, on a une jolie décoration avec Montmartre, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, voilà. Et le vélo en premier plan. Donc on est fiers de pouvoir exposer cette année à ce salon ce produit qui reçoit un intérêt certain. Il y a beaucoup de monde depuis. C'est le premier jour du salon. Il dure 3 jours. On est mercredi. Il se termine vendredi soir. Et depuis ce matin, le stand ne désemplit pas. On voit un peu le stand de Pragma Industries. Et il y a du monde tout le temps depuis ce matin. Ça n'a pas arrêté depuis 10 heures. C'est très intéressant. Le vélo a marqué l'intérêt de beaucoup de monde, de la part d'industriels, d'utilisateurs, de collectivités. C'est vraiment bien parti. Et, évidemment, le marché japonais est un marché complexe. Les normes liées à l'hydrogène ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Et nous, on est ici à la fois pour trouver des clients potentiels, mais aussi des partenaires potentiels, et notamment des partenaires industriels, éventuellement économiques, et éventuellement des partenaires sur les aspects normatifs. Donc on a un scope de recherche assez large en exposant le vélo sur le Fuel Cell Expo. Alors ce qui est très intéressant, je vais faire un petit tour d'horizon. Je vais me balader dans les allées pendant 5 minutes et je vais vous montrer un petit peu comment ça s'organise pour ceux que ça intéresse. Alors, le Fuel Cell Expo, c'est très intéressant. Moi, la dernière fois que je suis venu, c'était il y a 10 ans, en 2008, et ça a profondément changé. En 2008, il y a 10 ans, c'était la même surface dans ce grand hall qui s'appelle le Tokyo Big Sight. C'est un grand espace d'exposition à Tokyo. Et donc le salon occupait à peu près le même espace il y a 10 ans, la même superficie au sol, mais par contre, il y avait beaucoup de petits stands. C'est-à-dire que l'espace est découpé, si on le voit derrière moi là, voilà, l'espace est découpé en stands. Chaque société a un petit stand. Et ce qui me frappe, moi, depuis le début de la journée, c'est que il y a 10 ans, c'était beaucoup de petits stands et de petites entreprises qui présentaient des technologies, des produits, des prototypes divers et variés pour différentes applications autour des piles à combustible et de l'hydrogène. Et maintenant, cette année, ce que je constate, c'est moins de petits stands et beaucoup plus de grands stands. Beaucoup plus de sociétés, beaucoup plus de taille importante qui occupent des espaces de stands importants. Et donc, ça c'est pour moi le reflet d'une chose, c'est que la filière s'est structurée en 10 ans. Elle s'est moins éparpillée entre des toutes petites sociétés et elle s'est regroupée autour d'entreprises bien plus importantes qui sont des flagships, des porte-drapeaux de cette filière. Et il y a 2 thématiques qui ressortent très fortement du salon. C'est la mobilité et le stationnaire, les applications stationnaires. Alors aujourd'hui, je vais vous dire 2 mots sur la mobilité parce que il y a des produits qui sont assez séduisants. Et demain, sans doute à la même heure, je vous ferai un petit live sur les aspects stationnaires qui sont 2 segments de marché très distincts de l'hydrogène. Alors la mobilité, aujourd'hui, pour l'hydrogène, il y a des porte-drapeaux. J'en ai un derrière moi. Je vais me tourner. On va le voir tout de suite. Voilà, hop. C'est Honda. Honda avec une voiture qui s'appelle la FCX Clarity.
On va aller la voir d'un peu plus près. Voilà. Voilà la voiture FCX Clarity qui attire beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde sur le stand. Et c'est un stand particulièrement grand. Mais là, on voit derrière moi la FCX Clarity qui est une très belle berline à hydrogène. L'autonomie, elle doit être de l'ordre de 500 km. Et c'est une voiture de très très belle facture. On n'est pas du tout à l'étape du prototype. On est à la voiture quasiment de série dans sa finition. On le voit là, juste derrière moi. Donc on a un grand stand. Et sur ce stand, on voit des choses comme ça, là. La voiture est là. Et juste là, c'est une station de recharge à hydrogène. Donc aujourd'hui, la mobilité autour de l'hydrogène, c'est ça. Le flagship, c'est l'automobile. Évidemment, c'est le Graal en termes d'application. Mais l'automobile dépend d'un réseau de distribution d'hydrogène. Et Honda travaille sur les deux thématiques. À la fois sur la voiture et à la fois sur les solutions de remplissage de cette voiture. Avec des stations qu'on voit ici, je vais m'approcher. C'est une station 700 bars, c'est-à-dire elle est capable de comprimer l'hydrogène à 700 bars dans le réservoir de la voiture. Et on voit là d'un peu plus près comment ça marche. Hop là, le monsieur qui est juste derrière moi ici, il tient l'embout de remplissage de la voiture. Donc c'est des embouts qui sont relativement petits, compacts et qui sont finalement très faciles à manipuler et qui viennent se brancher. Alors je vais m'approcher. Voilà, l'embout de remplissage de la station d'hydrogène qui se connecte à la voiture, ici. Donc, voilà. Au lieu d'avoir le trou du réservoir où on met le tuyau de remplissage pour le carburant, à la place, il y a un petit connecteur gaz sur lequel vient se brancher ce système. Et ce sont des systèmes maintenant qui sont totalement sécurisés, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire le plein de sa voiture à hydrogène sans aucun risque et sans difficulté de manipulation. Donc c'est très très intéressant de voir un constructeur automobile comme Honda proposer à la fois le véhicule et à la fois le système de recharge du véhicule. Ça montre une volonté industrielle de déployer la solution. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes constructeur de véhicules, vous faites des véhicules à hydrogène. La problématique, c'est évidemment de trouver de l'hydrogène pour remplir le réservoir de ces voitures. Et soit vous dépendez des gaziers ou des pétroliers, soit vous prenez le taureau par les cornes et vous dites je vais faire moi-même les solutions de recharge de mes véhicules et déployer une infrastructure de distribution d'hydrogène. C'est ce que fait Honda. Évidemment, Honda n'est pas le pourvoyeur de la molécule d'hydrogène. Honda ne fait que proposer la solution de remplissage. Il faut derrière un gazier qui amène l'hydrogène. Si j'avance un petit peu sur le salon, on voit toujours la FCX Clarity de Honda ici. Et on va voir une autre voiture qui est assez célèbre pour le monde de la pile à combustible, mais même au-delà, c'est celle-ci. Alors, il se trouve qu'elle est coupée en deux, parce que je vais vous montrer l'intérieur, comment c'est fait. C'est la Toyota, la Mirai. Alors, je vais me reculer un petit peu pour qu'on la voit bien. Voilà, la Mirai, c'est à la fois... Voilà. C'est une berline également, 5 places ou 6 places. La Toyota, si on regarde les caractéristiques techniques de la voiture ici, on voit une autonomie de 650 km, voire jusqu'à 700 km ici en fonction du cycle d'utilisation, une vitesse maximum de 175 km/h. On est sur une berline qui a les caractéristiques fonctionnelles d'une voiture à essence. Même autonomie, même vitesse de pointe qu'une voiture à essence, et c'est une très très belle berline. Alors ce qui est très intéressant sur le stand de Toyota, c'est qu'ils ont coupé la voiture en deux pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je fais le tour de la voiture et hop, on se retrouve côté intérieur de la voiture. Donc je vais tourner l'écran pour qu'on voit bien. Donc en commençant par le capot, ici on a la chaîne de traction du véhicule, le moteur électrique. Juste au-dessus, le système de conversion de puissance électrique. Si on progresse un peu plus loin dans la voiture, on va avoir sous les sièges avant la pile à combustible, ici.
Donc la pile à combustible d'une puissance de, je ne sais pas, plus d'une centaine de kilowatts, qui est placée juste au-dessus du sol, sous les sièges passagers. Et en arrière du véhicule, on va avoir le premier réservoir d'hydrogène. Ce sont des véhicules qui ont 2 réservoirs d'hydrogène. Un premier ici, sous les sièges passagers arrière, et un deuxième ici, juste en arrière des sièges passagers. Et donc on peut voir le volume du coffre. Ce qui est très très intéressant sur ces véhicules, c'est de constater que le volume du coffre est strictement le même que dans une berline classique. L'habitacle, le volume de l'habitacle à l'intérieur est entièrement préservé. Et finalement, tous les composants sont cachés dans le châssis ou sous le capot de la voiture. Donc quand vous montez dans une Mirai de Toyota ou dans une FX Clarity de Honda, en termes d'espace, de volumétrie, d'habitabilité, vous êtes sur les caractéristiques d'une berline haut de gamme. Et donc ces voitures sont produites en petite série aujourd'hui. Toyota en fabrique 3 par jour, 1 millier par an à peu près. Je vais m'éloigner d'ici, il y a beaucoup de bruit. J'espère qu'on m'entend bien. Donc on est maintenant sur de la petite production automobile. Alors évidemment c'est de la toute petite production pour Toyota, 3 véhicules par jour, mais c'est de la production en série, avec la qualité d'un véhicule de série. Et donc voilà, je vous ai présenté là un des éléments forts de ce salon, c'est l'aspect mobilité. Ah, autre chose, côté mobilité, donc on a vu les 2 véhicules exposés. Ce que l'on voit beaucoup aujourd'hui cette année, c'est ça. C'est des stations de remplissage pour véhicules. Il y en a plusieurs. J'en ai compté au moins 4 ou 5 de modèles différents. Hitachi, là on a Tatsuno. Qu'est-ce qu'on a encore comme partenaire? Hitachi, Tatsuno, Eneon, je crois. Et si on va voir ce tableau-là, vous pouvez voir dans le monde de la mobilité beaucoup de noms. Air Liquide Japan. Air Liquide aussi fait des stations à hydrogène au Japon. Hitachi, Idemitsu, Iwatani, Toho Gaz, Tatsuno, Kawasaki, Nissan également. Donc toutes ces sociétés-là, il y en a quand même beaucoup, sont regroupées au Japon pour faire émerger les stations hydrogène pour soutenir le déploiement de nouveaux véhicules à hydrogène. On voit ici une magnifique carte du Japon où tous les points rouges sont des stations à hydrogène construites en opération ou en prévision. Donc les prévisions, c'est une centaine de stations d'ici en service d'ici 2025. C'est très très intéressant de voir la volonté du Japon autour de la mobilité hydrogène. Hier, avant le début du salon, j'ai eu l'occasion d'aller voir un musée de l'hydrogène qui est à Tokyo, qui est à côté d'une station-service qui fournit de l'hydrogène aux véhicules. Et ils ont monté un musée de l'hydrogène pour former les plus jeunes. Donc, ce sont des enfants d'école primaire. Ils ont entre 8 et 10 ans et ils viennent visiter le musée. Alors il y a tout un tas de jeux d'animation pour expliquer ce qu'est l'hydrogène, pour expliquer ce que pourrait être l'économie d'hydrogène et une société basée sur l'hydrogène. Et ça pour les plus jeunes. Donc c'est vraiment vraiment intéressant de voir les efforts du Japon pour déployer ce nouveau vecteur énergétique avec comme principal vecteur la mobilité, l'automobile. Alors là je vous ai parlé d'automobile, mais il y a aussi des bus à hydrogène qui fonctionnent à Tokyo. Il y en a 2, je crois, pour l'instant à Tokyo. Il y a des entreprises qui utilisent des chariots élévateurs à hydrogène. Donc la mobilité, c'est les chariots élévateurs, c'est les bus, c'est les voitures, évidemment. Ça sera bientôt les camions, ça sera notamment pour la logistique du dernier kilomètre. Donc la mobilité, c'est un domaine très très large avec des applications assez diverses. Nous, aujourd'hui, on présente le vélo, donc c'est un produit unique sur le salon. On est les seuls à avoir un vélo à hydrogène. C'est très très intéressant parce que on considère que les vélos électriques sont le point d'entrée de la mobilité décarbonée. Si vous prenez les véhicules électriques par taille, le vélo c'est finalement le plus petit véhicule électrique que vous puissiez trouver. Et faire en sorte que ce point d'entrée vers la mobilité décarbonée soit à hydrogène a beaucoup de sens d'un point de vue
communication et promotion de cet hydrogène. Aujourd'hui, quelqu'un qui achète un vélo à hydrogène ou qui a roulé sur un vélo à hydrogène en location, par exemple, il y aura une forme d'appropriation de ce nouveau mode énergétique et sera beaucoup plus sensibilisé quand on lui présentera une voiture à hydrogène qu'il pourra acheter ou un bus à hydrogène dans lequel il pourra monter. Donc on a vraiment le sentiment de participer à cette mouvance-là. Et au Japon, on a le sentiment qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a une volonté politique et régionale et industrielle d'aller dans l'hydrogène. C'est très particulier le Japon parce que c'est une économie insulaire, donc qui dépend beaucoup de l'importation de produits pétroliers, notamment de gaz naturel. Donc forcément, derrière cette volonté, il y a une logique d'indépendance énergétique et économique. On sait qu'au Japon, il y a aussi les problèmes de sortie du nucléaire depuis Fukushima qui sont très très présents. Donc à la fois une sortie de l'économie nucléaire et à la fois une prise d'indépendance par rapport aux produits pétroliers qui sont tous importés ici. Une des clés de solution, c'est l'hydrogène. Donc aujourd'hui, je vous ai montré la partie mobilité avec les voitures qui sont exposées, les stations à hydrogène. Demain, je vous montrerai un autre pendant de cette économie hydrogène qui est l'aspect stationnaire avec des groupes électrogènes domestiques. Ça, je vous ferai une autre petite vidéo demain à la même heure. Voilà.